En grandissant, chaque homme ou chaque femme rêve avec des ambitions, des projets, de trouver l'homme de sa vie ou trouver la femme de sa vie pour se sentir comblé. Enfin, fonder une famille, avoir des enfants, les éduquer dans un environnement sain, dans un environnement de paix, de joie et de bonheur. Mais le plus souvent dans la vie, il y a des choses qui se passent qui déroutent complètement le projet dont l'être humain se fixe. J'ai envie de te raconter aujourd'hui l'histoire de deux jeunes étudiants, un d'origine guinéenne, Djibril Bari, et de Nadine, une Française, qui se sont rencontrés sur les bancs de la Sorbonne vers la fin des années 50. Et c'est une histoire très, très douloureuse, très romantique, et qui finit par une tragédie. Mais avant tout d'abord, je t'invite à t'abonner sur cette page en cliquant sur la touche bleue et en activant la cloche de notification et en me rejoignant sur ma chaîne YouTube que je viens de créer pas si longtemps pour accroître cette grande communauté d'échange et de partage. Vers la fin des années 50, un jeune et brillant étudiant guinéen, Abdoulaye Djibril Bari, obtient une bourse d'études pour la France. Né en 1936 à l'Insérie, à Mamou Tchimbo, au cœur du Fouta Djallon, décide de partir en France pour poursuivre ses études dans l'une des plus grandes universités du monde, qui n'est autre que la Sorbonne. Sur les bancs de la fac, il croise le destin de Nadine Bouassira, une jeune et ravissante étudiante française, née le 19 juin 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale dans la ville de Terrasson, la ville-dieu à Dordogne. Nadine était une étudiante en droit et en école supérieure d'interprète et de traducteur, où elle obtient son diplôme en droit. Le coup de foudre ne se fit pas attendre. Les deux jeunes étudiants décidèrent dès la fin de leurs études d'aller vivre en Guinée, le pays d'origine de Bari, pour y travailler et fonder une famille vers la fin des années 63, début 64. Il se trouve que durant cette période, la Guinée était en rupture diplomatique avec son ancienne colonie, la France, suite au non au référendum de 1958. À partir de 1970, donc, il y a eu l'agression de novembre 1970, l'agression portugaise, que Sékou Touré qualifiait d'agression fasciste, qui a occasionné un repli identitaire de la nation guinéenne vis-à-vis des impérialistes. Et cette Nadine donc décidera de rester en Guinée pendant 7 ans, au cours desquels ils eurent 4 enfants. Elle décida à partir de 1971 donc de retourner en France, car elle travaillait en tant qu'interprète au service des Nations Unies. Elle décide donc de retourner en France pour y rester avec ses enfants, le temps que Bari continue de travailler quelques années en Guinée. Ça s'est passé à partir de 1961. Bari restera pour sa part 1 an de plus après le départ de sa femme vers la France. Il restera 1 an de plus pour continuer ses activités pour travailler et servir la nation durant cette période-là. Sauf que dans l'intervalle, les arrestations arbitraires avaient déjà commencé à l'intérieur du pays et au niveau de la capitale Conakry. Jusqu'à une agression armée. Des centaines de mercenaires ont été recrutés, ont été cantonnés dans une île de Guinée-Bissau. Et le Portugal fasciste en voulait tellement la Guinée, parce que la Guinée était la base des mouvements de libération des colonies portugaises. Sékou Touré donc ferma les frontières et se livra à une purge contre toute personne qui soupçonnait d'être un collaborateur de près ou de loin avec le système impérialiste. Ce qui a fait qu'il régnait en ce moment une atmosphère de terreur et de peur pour les opposants politiques, pour les intellectuels, pour les cadres. C'est à partir de cet instant que, à partir de 1972 donc, Djibril Bari décide, 1 an après le départ de sa femme, de quitter à son tour la Guinée via la Côte d'Ivoire, par voie terrestre. Et parallèlement, il régnait une dictature sans partage à l'intérieur du pays. Des prisons et des camps étaient ouverts partout dans le pays pour servir de lieu de torture et d'emprisonnement des accusés, dont le tristement célèbre Camboiro, situé au cœur de la capitale Conakry. On nous met à la diète, ce qu'on appelle la diète d'accueil. C'est 3 jours ou 5 jours. Donc, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Et puis après, on t'appelle pour te dire, voilà, tu es contre-révolutionnaire. Nous avons tous les éléments qui prouvent que tu es de la contre-révolution.
Naturellement, tu dis que c'est pas vrai. Tu dis demandez au président, demandez à celui-ci. C'est faux. Moi, je ne peux pas être contre-révolutionnaire. On dit non. Nous avons les preuves. Nous sommes l'État. Nous savons que tu es contre-révolutionnaire. Donc, c'est Émile Cissé qui m'interrogeait. Et puis, il me dit d'écrire, de reconnaître. Il me donne le topo. Ceci, cela. Donc, je prends la plume, je n'arrive pas à écrire. Le lendemain, il revient, il trouve que je n'ai rien écrit. Je suis encore avec les gendarmes. Les gendarmes lui disent, patron, il faut nous laisser avec lui. Nous, on va le faire parler. On va le faire parler. Ainsi, par peur de se faire arrêter, ayant constaté que la plupart des cadres, majoritairement de son ethnie Peul, ont été arrêtés, incarcérés dans les grandes prisons de Sékou Touré, notamment au Camp-Boiro, il décida à son tour de quitter la Guinée pour passer par la frontière ivoirienne, pour transiter par la Côte d'Ivoire, via la Côte d'Ivoire pour rejoindre sa femme en France, ainsi que ses enfants. Il sera arrêté en 1972 par les hommes de Sékou Touré à la frontière guinéo-ivoirienne pour être conduit au camp Soundiata Keita. Dans ce centre, il fut livré à l'impitoyable tortionnaire et sadique dénommé Negedjolu, connu pour son sadisme pour avoir été formé aux méthodes soviétiques de torture, à savoir des fils de fer, des branchements d'électrodes sur le corps de sa victime, usage parfois de feu et de fer à repasser pour servir de torture. Ainsi, Djibril Bari sera victime de torture, de toutes sortes d'humiliations, toute forme de mauvais traitement dans ses geôles au camp Soundiata Keita. Après avoir été longtemps privé de nourriture, incarcéré, torturé matin, midi, soir, il sera donc déporté dans le village de Toukonou, situé à 110 km de Kankan, de la grande ville Kankan. C'est à partir de cet instant qu'ils décidèrent aussi d'entamer le long trajet vers le Camp-Boiro, situé à Conakry, pour qu'il soit en fait plus surveillé par les services qui sont au solde du régime. Alors qu'il espérait l'incarcérer au grand Camp-Boiro de Conakry, Djibril Bari finira par succomber dessus de ses nombreuses blessures subies au camp Soundiata de Kankan, avant même d'arriver à Conakry. Il sera donc enterré à Konafadji, sur un endroit situé à 1800 mètres de l'entrée du village de Toukonou. Il sera enterré rapidement sur une profondeur de 20 à 30 cm seulement, juste pour que les charognards ne puissent pas manger sa vie. Nadine, bien qu'étant en France, travaillait au compte des Nations Unies en tant que correspondante de la France, de la Guinée, au compte des Nations Unies, n'était pas du tout informée de ce qui arrivait à son mari, de ce qui s'est passé. Elle est restée pendant quelque temps sans même être au courant du calvaire ou de la tragédie qui a frappé son mari. Ainsi, c'est avec une très longue période d'attente qu'elle fut informée que son mari n'avait pas pu franchir la frontière guinéo-ivoirienne comme convenu et qu'il serait arrêté, torturé jusqu'à ce que mort s'en suive, alors qu'elle tentait de les rejoindre, elle et ses enfants, à Paris. Ainsi, Nadine, doctoresse en droit, sera retenue comme traductrice au Conseil de l'Europe jusqu'en 1999, date à laquelle elle va prendre sa retraite. Depuis la mort de son mari, la femme multiplie courage, amour et ténacité pour entamer des recherches sur le comment et le pourquoi son mari a été assassiné. Elle s'est battue en donnant corps et âme pour connaître la vérité sur les conditions d'incarcération, de mauvais traitements qui ont entraîné la mort de Djibril Bari. Elle passera plus de 20 ans à essayer de trouver les restes du corps de son défunt mari avant d'avoir une piste plausible 43 ans après les recherches. À la suite de son combat, elle obtiendra finalement le droit d'exhumer les restes de son corps grâce au test ADN pour faire des analyses et savoir si réellement le corps qui a été retrouvé était bel et bien celui de son défunt mari. Le 8 novembre 2015, elle décide d'enterrer le reste des ossements de son mari dans la cour de leurs anciennes concessions situées à Kipé dans la commune de Ratouma, pour, selon elle, être toujours plus proche de son mari qu'elle a toujours aimé et chéri. Bon, je suis la veuve du monsieur dont les restes reposent ici, Marie Abdoulaye. Et
Mon mari est mort en 72, ça fait 43 ans. Et c'est seulement maintenant que j'ai pu lui donner une vraie sépulture, digne de ce nom, dans son propre jardin. J'ai eu 4 enfants de lui et les enfants sont soulagés avec moi d'être arrivés là. Nous avons pu y arriver parce que mon mari n'était pas dans une fosse commune, il n'était pas dans un charnier, c'était isolé. Donc il a pu, moi j'ai pu retrouver l'endroit exact où il était mort des suites de torture à Tokounou, à l'entrée du village de Tokounou en Haute-Guinée, sur la route entre Cancan et Kissidou. Et voilà, l'imam dimanche m'a autorisé, malgré le fait que je sois une femme, à venir sur la tombe au moment où on descendait le petit cercueil qui contenait les restes, peu de restes, de mon mari. La boîte ne faisait pas 1 mètre de long. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Vous voyez votre place, hein? Bonjour, voilà la photographie. Elle est très visible. Voilà. Parce qu'on a remis de la peinture blanche pour que les lettres sortent mieux. Il fallait le faire. Aménager le pourtour. Durant son combat, la femme déterminée qu'elle publia plusieurs ouvrages, environ 10, des ouvrages qui parlent de leurs rencontres, des moments de joie, des moments de peine, mais surtout de ses amertumes et blessures, nées de la perte d'un mari qu'il a toujours aimé, elle aussi. Les plus célèbres furent entre autres Grains de sable, Les combats d'une femme disparue, Danse d'absence. Elle livre un combat critique sur la politique contre le régime de Sékou Touré et publie un nouveau roman intitulé L'accusé Sékou Touré devant le TPI. Nadine Bali finira par créer une association dénommée Guinée Solidarité dont la vocation est d'aider les enfants guinéens qui sont dans des situations de difficulté, œuvrant le plus souvent dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle, ainsi que les questions des personnes de défaillance physique, notamment les handicapés, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et les aider à s'en sortir de leurs difficultés. Cette association, d'ailleurs, a aujourd'hui 3 antennes. Une qui se trouve à Paris, une qui est en Aix-en-Provence, il y a une autre aussi qui se trouve à Bordeaux. Ce sont des ramifications de cette association-là qui permettent pour la plupart, ici, même en France, ici, d'aider la plupart des enfants français qui sont dans des situations de précarité. Récemment, un film documentaire réalisé par des Canadiens relatant cette triste histoire et le combat d'une femme à la recherche de la vérité a été réalisé récemment avec un titre intitulé « Hier encore, je t'espérais toujours », traduit de l'anglais « Yesterday, Still Hoping », sorti en 2008. Je suis entrée en Guinée comme d'autres entrent en religion, avec la foi vaillante de la novice et le désir fou d'aimer mon prochain Guinéen comme moi-même. Ces étranges convictions, je les dois bien sûr à mon Guinéen de prédilection, Djibril Abdoulaye, mon archange Gabriel, venu m'attacher à sa terre natale par le fil incandescent de l'amour. Puis il y eut Sékou Touré le tyran et son cortège d'horreur, qui s'installèrent sans vergogne sur les vertes prairies de l'indépendance, pour s'endormir finalement sur des lits de cadavres. Mon mari voulut fuir cet enfer, fut arrêté le 29 août 1972 et disparu entre 2 camps de concentration. 20 ans passèrent. Hier encore, je l'espérais toujours.
Ainsi, Abdoulaye Bari, comme la plupart d'intellectuels, la Guinée perd d'éminents intellectuels à cause de la haine. Aline Barry est aujourd'hui grand-mère de 5 enfants, mais peine toujours à surmonter les douleurs du passé. I never knew it could be so hard to talk about you. We've been through so much, but looking at how years done flew, it's difficult to look back and see all this. But I know that I would never know a love like this, for real. Yeah, I know it's been a minute since I've seen you, love. Every time I'm on the ground, it's you I'm thinking of.